Stéphane Doulin-Godert, rédacteur en chef du Temps. Enchanté de venir sur cette table ronde avec nos quatre invités, nos quatre personnalités qui ont discuté toute la matinée. Au moment où on était dans un voyage dans le passé et en même temps dans une exploration du futur, c'est vrai que la salle, le vent nous rappelait que nous étions finalement bien ici. Peut-être on va commencer avec des questions un peu générales et pour descendre dans quelque chose de plus intime. Et puis aussi, bien sûr, on va vous donner la possibilité de poser, vous, vos questions. Donc on en a pour 3/4 d'heure de discussion et j'espère qu'elle sera intense des deux côtés de la salle. Est-ce qu'il y a des difficultés politiques à mener ce genre de projet? Et là, je me tourne vers Frédéric Kaplan, puisque récemment, vous avez connu une déconvenue avec Venise, puisqu'une partie du projet est en tout cas à l'arrêt, disons, en tout cas gelé à cause de la sortie du projet des archives de la ville de Venise. Est-ce que c'est difficile d'expliquer politiquement ces projets et d'embarquer les autorités dans des nouvelles explorations, On a bien compris ce que vous étiez en train de faire et c'est complètement nouveau, innovant, disruptif et donc j'imagine que parfois il y a des embûches sur le parcours. Non, c'est pas difficile, parce que justement, on voit, et je pense que c'est cette dynamique européenne qui l'a montré, c'est au contraire, on doit organiser un enthousiasme qui vient de villes, de personnes qui décident que quelque chose doit être fait. Et il y a une espèce, comme je le disais brièvement dans la vidéo, de compétition pour l'ouverture. Après, comme tout projet, vous avez la longue durée, c'est-à-dire la vraie question, c'est la structuration, c'est la stabilisation, quand au-delà justement des équipes initiales qui portent, vous voyez comme on le fait aujourd'hui, moi c'est une grande émotion aujourd'hui parce qu'on ressent une forme d'enthousiasme qui est très proche de comme on était en 2013 sur le cas de Venise et dans lequel les porteurs de projets, les directeurs d'archives étaient absolument enthousiastes et il y a une grande dynamique. La vérité d'un projet, c'est qu'il faut aussi le construire dans sa solidité et dans le temps, au fil des changements de direction, au fil des changements de recteurs, au fil des changements de directeurs d'archives, etc. Et c'est là où la nécessité de construire non seulement des cadres techniques, mais aussi des cadres juridiques qui permettraient, par exemple, à Alain de non seulement porter le projet bien, mais de garantir que sur des dizaines d'années, qui soient les personnes qui lui succéderont un jour ou l'autre, il y ait une garantie de conserver le bien commun. Voilà. Et c'est vrai que c'est une question qui est complexe parce qu'elle est européenne, parce que les lois sur le patrimoine sont des lois qui sont encore nationales, parce qu'il y a des implicites qui sont très différents selon les pays et que nous-mêmes prenons un certain temps à découvrir, c'est-à-dire que la notion de bien commun, par exemple, est une notion qui n'est pas aujourd'hui nécessairement universellement acceptée, en tout cas dans ses acceptions juridiques. Donc voilà, donc on est dans la croissance et je pense que c'est ce qu'on voit dans tous les projets. Il y a les questions institutionnelles à régler, il y a des éléments de consolidation qui doivent permettre que les projets continuent, qu'il y ait l'enthousiasme porteur des porteurs initiaux ou qu'il y ait simplement l'aspect normal de leur continuation. Mais la politique, de ce point de vue-là, nous aide plutôt. C'est une question, je dirais, technique. Et puis tout va se régler sans souci, je pense. Ok, merci de cet optimisme. Ça a la même question. Comment faire en sorte que votre formidable festival à Crans-Montana soit durable et continue et qu'il soit là dans 10, 20 ans et qu'il s'inscrive vraiment dans une durée? Est-ce que c'est difficile déjà de s'implanter, d'avoir un dialogue avec les autorités, les entreprises présentes, celles que vous voulez faire venir? Comment assurer la durabilité de ce projet? Non, il est évident qu'il y a un vrai travail d'évangélisation, d'éducation à faire, mais des deux côtés, que ce soit du côté des politiques comme du grand public, parce que la culture de la XR n'est pas encore complètement présente. Alors oui, beaucoup de gens maintenant ont essayé un casque, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on a vu un écran qu'on sait ce que c'est le cinéma. Donc il y a vraiment toute une culture à développer. Et là où c'est assez compliqué, c'est qu'on est vraiment entre plusieurs disciplines. Donc c'est-à-dire qu'il faut à la fois convaincre les gens de la culture, de l'économie, du tourisme, à se rassembler. Le projet est ambitieux, donc il demande d'avoir beaucoup de ressources autour de lui. Aujourd'hui, on est heureux parce qu'on est au niveau fédéral, on est soutenu par Innosuisse, qui est vraiment Académie Industrie, mais tout en temps par Pro Helvetia, qui est culture, à Crans-Montana par la promotion économique et également par le tourisme. Donc voilà, c'est un travail mais incessant à mener. Pour tous les producteurs de contenu dont nous sommes, nous les médias, il y a deux enjeux. C'est de survivre, c'est difficile d'un point de vue économique, et c'est aussi de convertir un nouveau public pour être sûr que les jeunes vont nous suivre dans nos aventures et qu'ils seront le public de demain. Est-ce que c'est un peu la même chose pour vous? Comment embarquer dans ces projets les jeunes? Je me tourne vers Alain.
Alors on peut le faire de manière classique, en organisant des visites sur place. C'est ce que l'on fait aux Archives d'État du Valais, avec notamment les classes des collèges sédunois, qui viennent à différents moments de leur parcours scolaire, où on leur permet vraiment de travailler sur les documents d'archives. Et je pense qu'il y a aussi une certaine émotion qu'on ressent en prenant connaissance d'un document qui a été élaboré au XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècle. Donc c'est, je pense, un élément qui va de toute façon toujours subsister. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette possibilité d'intégrer les nouvelles technologies. Alors pour moi, ce n'est pas forcément une fin en soi, hein, c'est une manière de mieux s'approprier son propre passé. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on considérait le patrimoine comme poussiéreux. Au contraire, là, avec les nouvelles technologies, on a le moyen de le rendre accessible. Et moi, je rêverais en fait d'avoir un jeu vidéo qui nous permette de nous balader à Sion au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et puis d'y rencontrer au détour d'une rue le cardinal Schiner ou Georges Super-Saxo, qui nous racontent en fait leur dernier voyage en France ou ailleurs. Donc je pense que c'est vraiment important. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces nouvelles technologies pour mieux se réapproprier ce passé. Frédéric ? Peut-être juste un commentaire sur notre expérience à Venise de ce point de vue-là. Il y a évidemment le côté interface, etc. Mais il y a une chose plus fondamentale. Quand on a plusieurs centaines d'étudiants, de jeunes étudiants ont travaillé d'année en année avec nous à découvrir les archives, à les explorer de ce point de vue-là. Et quand vous réalisez que vous avez un moteur de recherche et que vous allez vous prendre, par exemple, la responsabilité d'une personne, Antonio Compagnon, par exemple, et vous commencez à tirer les fils, comme on l'a fait là, vous vous apercevez qu'il était aubergiste, et puis vous vous apercevez qu'il a eu ensuite un problème qu'un procès. Et puis petit à petit, vous voyez cette vie de cette personne qui a vécu il y a 400 ans commence à réapparaître et que vous organisez sa présence éventuelle sur l'Internet. Donc d'abord, c'est intéressant, mais surtout, vous réalisez que si vous ne le faites pas vous, cette personne n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle a été complètement oubliée. Personne ne sait son existence, aucun historien, aucune personne de sa descendance. On parle de quelque chose d'assez loin. Et donc là, il y a une grande émotion. Au-delà de l'aspect interface, etc., il y a un moment de responsabilité. Une chose... on n'y est pas encore tout à fait, mais je pense qu'il serait très beau à faire dans les écoles, c'est de donner à chaque jeune enfant une responsabilité. Tu es responsable de cette personne qui était là il y a 300 ou 400 ans. Nous ne savons plus exactement qui est sa famille. Si tu ne t'occupes pas de lui, si tu ne crées pas la page de sa description, il sera à tout jamais oublié par la culture en général. Et c'est ce monde du... Enfin, voilà, au-delà des interfaces, même de manière traditionnelle, c'est une chose qui est très importante en termes de transmission et en termes de continuation. Valérie, même question. On sait que l'art contemporain classique peut être abscon des fois. Est-ce que la technologie peut aider les jeunes à s'approprier l'art actuel ? Oui, en fait, j'aimerais juste allez-y. Par rapport déjà à M. Kaplan. Je trouve ça intéressant justement cet aspect de la micro-histoire. Et je pense qu'en fait, on est en plein dedans. Il y a vraiment, depuis les années 70, on essaie de casser les grands récits, puis justement d'aller dans les micro-histoires, de les remettre en avant et puis de nous réapproprier ces micro-histoires. Et je pense que c'est un des points fascinants en fait de ça. Par rapport à la technologie et les jeunes, je pense que oui, effectivement, typiquement, je donne un cours en fait à l'EDA sur les cultures et les arts numériques. Les jeunes sont dedans, sont dans la technologie. C'est leur manière de dialoguer, c'est leur manière de partager aussi. Et nous, on est en plein dedans aussi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus que ce soit juste une histoire de jeunes et puis que nous, on est à l'extérieur. Je crois que c'est un environnement numérique en fait qui nous tient à cœur et qui nous fait vivre en ce moment. Donc, jeune ou moins jeune, je ne sais pas. En tout cas, je pense que oui, on va dire qu'il y a une génération qui est née dans la nouvelle technologie, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est moins critique par rapport à ça. Et je pense que comme elle est née là-dedans, elle a justement, en fait, elle a besoin de dire quelque chose là-dessus. Elle a besoin de poser un regard aussi là-dessus. Et moi, je le vois justement dans mes cours qu'il y a vraiment en fait eu un intérêt pour ça. Donc oui, clairement en fait. Voilà.
Là, vous voulez dire... Justement, ce qui est drôle, c'est par rapport à ce que tu disais, on a lancé le hashtag cette année Génération XR pour dire qu'on va au-delà de la génération Y, X, whatever, qui est une génération XR dans laquelle on se retrouve tous parce qu'on est tous impactés en fait par ce que les technologies immersives vont nous offrir et qu'en effet, ça va pour les jeunes comme pour les personnes beaucoup plus âgées à l'autre extrême. Notamment à Cran, cette année, il y avait une boîte qui faisait des contenus spécialement pour les maisons de retraite. Et ça avait un succès formidable parce que c'est vrai que c'est un médium qui, selon les contenus, peut avoir très peu de friction et un learning curve qui est vraiment bas. En fait. On peut juste directement rentrer dedans et être confortable. Frédéric l'a évoqué, donc la question n'est pas forcément pour lui, mais nous sommes là à la Foire du Valais à Martigny, on est en Europe. Qu'est-ce qu'on a à dire au monde sur ces thèmes, alors que, évidemment, il y a la Silicon Valley avec les GAFA, évidemment, il y a les Chinois qui deviennent une immense puissance technologique. Est-ce que nous, vraiment, les Européens, les Suisses, les Valaisans, on a quelque chose à dire dans ce monde où on est déjà fichu, où on est déjà complètement sorti du jeu? Je vois que c'est Frédéric qui se précipite. Mais tu as le droit, bien sûr. Enfin, j'insiste, on n'est pas sorti du jeu, je l'ai déjà dit, mais il y a très concrètement sur les questions des pays africains, sur les questions aujourd'hui de l'Asie, sur les questions des États-Unis, d'une certaine mesure, en fait, une soif de compétences, c'est-à-dire de l'idée qu'on peut aujourd'hui partager des méthodologies qui permettent de construire ensemble une réappropriation locale du patrimoine qui devient connecté globalement. Et il y a cette soif, elle est partout, il s'agit juste de la mettre en place et d'aider. C'est très important quand même de s'apercevoir qu'il y a eu des miracles qui ont eu lieu. On parle toujours de Facebook, de Google, on se dit mais il y a une forme de privatisation, mais vous avez eu en parallèle Wikipédia, vous avez eu en parallèle OpenStreetMap. Si j'étais un extraterrestre, que je voyais la situation aujourd'hui depuis la Terre, je ne comprendrais pas tout à fait ce qui est en train de se passer entre une extrême privatisation et des forces du bien commun qui semblent inarrêtables non plus, qui auraient été difficiles à imaginer il y a 20 ans. Donc il y a aujourd'hui une forme de course, c'est-à-dire une course à l'autonomisation qui permet de garantir que ces patrimoines aujourd'hui puissent être véritablement des patrimoines. Il y a un double sens, vous savez, au terme patrimoine, parce que c'est à la fois ce qui nous appartient à tous, mais c'est aussi ce qui appartient à quelques-uns spécifiquement, parce que c'est ce qu'on transmet, peut-être pas à tout le monde, mais à des personnes spécifiques. Voilà, donc cette capacité de construire du bien commun grâce à des technologies qui ont été créées d'abord par les universités, qui sont ouvertes et qui sont travaillées par l'ensemble, je pense qu'on peut le démontrer en pratique. On peut démontrer que des choses belles arrivent du point de vue économique quand on fait ça, grâce à des services, grâce à des nouvelles interfaces et grâce à une prise de conscience générale de l'importance de la culture par les citoyens eux-mêmes. Alain, allez, bien sûr. Oui, je pense que c'est aussi important d'utiliser ces nouvelles technologies pour permettre aux gens de connaître le passé de la région dans laquelle soit ils sont nés, soit ils vivent à l'heure actuelle. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette dimension plutôt sur un moyen ou un long terme, c'est de voir la permanence des sentiments humains. Moi, je suis toujours assez effaré de voir comment nous avons réagi collectivement lorsqu'on a annoncé l'épidémie de grippe aviaire et comment les gens qui ont vécu la peste noire au milieu du XIVe siècle, eh bien, on fait face exactement au même mécanisme psychologique. Donc on a comme ça des permanences qui restent à travers les siècles. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire, voilà, on a un territoire, le Valais, qui de tout temps a servi vraiment de lieu de passage. Et je suis assez frappé par la carte des flux migratoires qui montre que finalement, on a des phénomènes de colonisation du territoire valaisan qui sont identiques depuis des millénaires et qui font appel au même col. Donc c'est aussi de voir, au-delà de l'histoire, en fait, la permanence aussi dans l'humanité qui s'incarne. Salah ? Oui, non, je pense vraiment qu'on a un rôle très important à jouer sur la carte. On a quand même une spécificité en Europe. On a une certaine liberté d'esprit qui nous permet de réfléchir différemment, et quand justement on reçoit le monde entier chez nous, les gens ont envie de rester et on sait qu'on a ce rôle à jouer, d'autant que maintenant qu'il y a de plus en plus de tensions entre les deux grands blocs américains et chinois, je pense que notre rôle est justement de dialoguer avec les deux, avec tout le monde. Et il y a aussi un rôle politique qui est important pour permettre de soutenir l'innovation et le développement. On prend par exemple le cas de nos voisins à côté. Parfois, la politique ne suit pas toujours et beaucoup de talents fuient le pays. Et nous, heureusement, on a réussi en tout cas en Suisse à les préserver, à les développer. Donc, c'est très important. Alors avant qu'on passe aux questions du public, donc préparez-vous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont circuler avec des micros pour vous proposer de prendre vos questions.
à quel point ces technologies vont nous changer, collectivement et individuellement. Quand on va se balader dans Venise ou dans Sion d'il y a plusieurs siècles, on va imprimer en nous des souvenirs que finalement nous n'avons pas, qui sont numériques. Quand on fait l'expérience de la VR et que finalement on rentre dans des choses, des films très beaux maintenant qui existent, très intimistes, on ne sait plus après dans des rêves parfois personnels si on a vécu ces choses ou si on les a simplement rêvées, on les a senties en réalité virtuelle. Est-ce que collectivement, est-ce que intimement, personnellement, ces technologies, ce rapport au passé, ou ces interfaces très nouvelles vont complètement modifier notre rapport à la société, notre rapport à nous-mêmes? Question à vous tous. C'est une question philosophique. Non, mais je pense que ça a été bien articulé. C'est que vous avez vraiment deux choses différentes et très complémentaires. La capacité d'avoir des véritables expériences qui, de ce point de vue-là, sont du point de vue de la mémoire, de quelque chose qu'on va partager, très différente, un peu s'approchant au cinéma, mais beaucoup plus forte d'une certaine manière. Et ça, c'est toujours, d'ailleurs, ça m'amuse toujours qu'on c'est tellement difficile à partager avec une audience quand on le vit pas. Mais je pense que c'est précisément une des choses intéressantes de ces technologies, c'est que c'est presque illusoire d'en parler ici. Il faut les vivre. Et donc là, il y a effectivement de plus en plus de personnes qui, grâce à ces technologies, vont vivre des choses, des moments historiques, des compréhensions qu'ils ne peuvent pas expérimenter de cette manière-là. Et puis en parallèle, vous avez une coprésence du passé avec le présent, quotidienne, fluide, légère, qui fait que quand vous marchez dans une rue, vous avez le passé qui est juste à la porte. Vous pouvez à tout moment savoir qui était là avant, vous vous en rappelez, de la même manière que vous vivez aujourd'hui à la fois ici et sur les réseaux sociaux, eh bien vous avez maintenant ce retour de l'information sur le territoire qui vous accompagne à chacun de vos pas. À Venise, on fait vraiment l'expérience, nous-mêmes, ayant travaillé sur ces questions-là, quand vous êtes sur le pont du Rialto, qui est pourtant plein de touristes et de magasins, disons, touristiques, on va dire. Le fait d'avoir tellement travaillé et d'avoir tellement reconstitué chacune des boutiques qui étaient là fait qu'elles nous accompagnent. De la même manière que quand vous traversez une ville et que vous connaissez son histoire, vous ne voyez pas la ville, vous voyez tout son passé avec vous. Donc vous avez la grande expérience intense dont vous vous rappelez, et puis la quotidianité de la coprésence avec le passé. Ça, ces deux aspects-là vont être transformatifs. C'est clair, il y a un vrai bouleversement du rapport à l'espace, du rapport à l'information, et pour le mieux, et il faut aussi faire attention et mettre des garde-fous parce qu'il y a des questions d'éthique qui se posent. Enfin, on a parlé à Crans-Montana, des questions de vie privée. La semaine dernière, il y a Oculus Facebook donc, qui a fait une annonce qui était pas négligeable. Enfin, ils montraient son Facebook Reality Labs et leurs nouveaux appareils, donc ce qu'on appelle le inside-out tracking, c'est-à-dire que pour vous positionner dans l'espace, il n'y a plus besoin de trackers externes, mais tout se fait à partir de caméras. Et maintenant, ils montraient que théoriquement, en fait, tous ces appareils qu'on va avoir de plus en plus sont des vraies caméras chez vous, de partout, et qu'ils ont un système de scanning d'espace et de reproduction, un peu comme vous le faites, mais des intérieurs de chaque personne. Puis là, donc, ça devient quand même une masse d'informations très, 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 très riches qui vont rentrer entre les mains de certaines sociétés privées. Et voilà, il y a des questions qui se posent aussi là-dessus. Et donc, justement, à Cran, on parle de toutes ces questions-là. Même si on adore la technologie, c'est important de traiter également des dangers potentiels, des risques. Alain ou Valérie? Oui, mais ce danger-là, je le perçois aussi pour le passé. Quel est notre droit, finalement, de reconstituer comme ça des profils de personnalité pour des personnes pour lesquelles on n'aurait aucun renseignement si on n'avait pas ces technologies numériques? Donc là, je pense qu'il y a aussi des questions éthiques que l'on doit se poser dans le domaine de la conservation du patrimoine par rapport à ces projets. J'étais au Japon au mois d'octobre et un Japonais s'était marié à ce moment-là avec un hologramme parce que la nouvelle loi le rendrait possible. Donc on peut imaginer qu'on se marie avec un ancêtre ou qu'on se marie avec une meule de raclette, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités grâce à la technologie maintenant. Les questions au public sont ouvertes. N'hésitez pas, si vous en avez, on les prend volontiers. Ici, monsieur ? Oui, bonjour. J'ai une question à la Time Machine. Sur le plan éthique, en fait, la documentation que vous mettez en évidence n'est pas explorée, disons, sur le plan de l'éthique. Je pense au problème que nous avons actuellement, c'est le trucage de photographie, la critique concernant l'alunissage d'il y a 50 ans, etc., les fake news de M. Trump, etc. Qu'est-ce qu'il en est de l'aspect éthique et de la véracité, de l'authenticité des documents? Alors, la question n'est pas forcément éthique, mais elle est cruciale, effectivement. C'est-à-dire que, et c'est une forme
comment dire, effectivement, de drame de la technologie, c'est que les technologies spécifiques qui vous permettent de comprendre, par exemple, la structure d'une image ou d'un document, par essence, vous permettent presque immédiatement, ou quelques mois après, de reproduire le document qui est indistinguable, on va dire, du document réel. C'est-à-dire que l'image, on savait déjà à quel point elle est susceptible d'être, disons, critiquée. Nous allons rentrer dans un domaine où l'image, en tant que telle, n'aura plus de valeur. C'est-à-dire que véritablement, ce que vous voyez n'est plus une preuve. Bon. Alors, comment, dans cette situation-là, spécifiquement, justement, se mettent en place des grands systèmes de connaissances pour l'établissement de certains consensus vers ce qui peut constituer des reconstructions consensuelles, négociées du passé par rapport à ce qui pourrait être une simple illusion? Eh bien, c'est pas si différent, en fait, que la manière dont les médias travaillent aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des chaînes de confiance qui font que des chaînes qui garantissent non pas la vérité, jamais, hein, mais le sérieux de la méthodologie ou la logique de la méthodologie, la transparence de la méthodologie, pourront être en place et se mettre en place. C'est précisément aujourd'hui ce qui est en jeu sur Time Machine, c'est d'expliciter au-delà des principes d'autorité, un historien l'a dit, un archiviste l'a dit, la chaîne qui conduit à construire ce qu'on construit. Et donc de rendre difficile la création du faux en disant, voilà, j'ai cette image, elle est là, si vous n'avez pas tout le réseau qui vous soutient de ce point de vue-là, si ce n'est pas adoubé et si vous ne démontrez pas comment vous êtes arrivé à cette conclusion, eh bien ça va être difficile. Donc on est au cœur de ce débat. Les solutions, elles sont les mêmes presque que pour la société classique, et il va y avoir un grand moment dans lequel rien n'est jamais sûr, mais par contre la nécessité d'établir la certitude est au cœur de toutes les discussions. Voilà. Excellente question. Moi, je rajouterais aussi les préjugés. Comment lire et comprendre une époque, des documents, à travers des gens qui l'ont écrit à l'époque, avec leur compréhension du monde tel qu'ils l'avaient, c'est-à-dire pas forcément une envie de tromper dans un document, par exemple, mais d'avoir une vision complètement biaisée. Oui, effectivement, il y a encore plus d'archives qui est conservé aux archives d'État du Valais. C'est le fonds de la famille de Courtaine, famille qui a été notamment au service de France. Et quand on prend connaissance de ce fonds d'archives, en fait, on se rend compte que cette famille a toujours laissé une image positive. Donc il n'y a jamais aucune critique qui est émise dans les archives qui sont conservées sur cette famille, alors qu'on sait par ailleurs qu'elle a eu quelques affaires douloureuses à gérer. Donc le fonds d'archives en tant que tel, c'est une reconstruction. Déjà. Donc même si aujourd'hui un historien travaille sur ce fonds d'archives qui n'a pas été numérisé, il doit mettre en place toute une méthodologie avec notamment la critique du document, et puis il doit essayer de mettre ce document en parallèle avec d'autres documents. Un autre exemple, le conseiller fédéral Roger Bonvin a déposé son fonds d'archives aux archives d'État du Valais après l'avoir épuré pendant 4 ans. Donc on a aussi voulu, lui a voulu transmettre sa propre image, ou en tous les cas il a voulu travailler sur l'image qu'il voulait transmettre aux générations futures. Donc nous on sait en tant que conservateur du patrimoine qu'on doit faire face à ce type d'écueil, et la technologie ne va pas du tout gommer cet écueil. Donc il faudra aussi qu'on développe, comme l'a dit Frédéric Kaplan, des méthodologies. Et c'est pour ça que pour moi la technique c'est pas une fin en soi, c'est simplement un moyen d'accéder au passé, et il faut le faire en utilisant aussi toutes les techniques, toutes les méthodologies liées à la critique de l'image documentaire ou de documents d'archives. Point de vue de Salah? Oui, puis je pense que la manipulation d'images, il y en a eu de tout temps. Enfin, les tableaux de maître se faisaient imiter, il y avait des experts pour les détecter. Là, on va atteindre des sophistications extrêmes, par contre, mais il y aura des outils de plus en plus sophistiqués pour détecter aussi s'ils sont faux ou pas. Il y a une société de l'EPFL, Quantum Integrity, je crois, qui fait ça, enfin, qui fait des deepfakes, qui les analyse. Donc il y a ça. Mais par contre aussi, je pense que l'éducation à l'image doit être de plus en plus importante. En fait, je parlais avant mon anecdote, je voyais des films qu'il ne fallait pas que je vois quand j'étais petit, parce que j'étais très clair dans ma tête qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'est l'image et la représentation, donc je n'étais jamais choqué par quoi que ce soit. Et je pense que cette éducation-là va devenir de plus en plus importante en fait, pour les enfants, à cause en effet de cette sophistication entre la réalité et la fiction, ce qui est vrai, quoi. D'autres questions? Ici? Une question plus en lien avec le Time Machine, mais
vous êtes en train de provoquer une accélération de l'acquisition des connaissances du passé, une accélération de cette compréhension. En quoi cette accélération maintenant des connaissances va pouvoir influencer notre évolution? Parce que là, en quelques années, on va résumer, enfin, on va analyser 5000 ans d'évolution en quelques années, puis comment maintenant cette accélération de l'acquisition de la connaissance va influencer notre développement. Et concrètement, est-ce que vous avez une petite idée? Nous, on lutte, on n'est pas encore à ce niveau-là, on lutte contre deux continents qui sont en train de se séparer. Je veux dire, un continent des données du présent numérique qui semble constituer la connaissance effective, et un continent immense, plus grand, et j'insiste là-dessus, qui contient toutes les données du passé et qui est fondamentalement incompatible s'il n'est pas non seulement numérisé, mais aussi analysé, rendu indexable, etc. Donc c'est vraiment la tentative d'amarrer ce continent qui s'éloigne pour tenter de lutter contre l'ignorance en général et de permettre à partir de là le débat contradictoire, les discussions, la possibilité de faire référence au passé et puis petit à petit de tenter d'informer des décisions sur des horizons temporels plus grands. Vous avez une logique qui est lié en fait au développement de l'Internet, qui a fait que les horizons temporels, c'est vraiment ce qu'on prend comme étant nos éléments de décision pour prévoir le futur, sont devenus de plus en plus réduits parce que c'est simplement le présent qui s'est numérisé et pas le passé. Et donc, quelles que soient les décisions qu'on prend en politique, pour son entreprise, pour sa vie personnelle, il y a une situation absurde qui consiste à se baser uniquement sur les 5 dernières années ou les 3 dernières années. Ici, on essaye de remettre dans des perspectives plus larges. Quelle influence cela va avoir? Multiple et variée, c'est très difficile de le prédire, mais l'hypothèse sous-jacente, c'est que lutter contre l'ignorance, c'est toujours bien et ça permettra globalement, même si localement peut-être des mauvaises décisions seront prises là-dessus, d'informer mieux les décisions et donc peut-être contribuer à un monde meilleur. Il y a tout juste un an, avec une équipe du Temps, nous étions à San Francisco pendant une semaine. Nous étions 15 journalistes et on a fait toute une semaine de papier, vidéo, de contenu autour de ce qui se passait dans cet endroit du monde qui est vraiment décisif pour nous. Et nous avons été surpris de comprendre en fait que la technologie n'a pas de mémoire. C'est-à-dire que la plupart de ces grosses boîtes technologiques, en fait, n'ont aucune mémoire de leurs propres archives et que Google, par exemple, ne sait pas ce que Google était il y a 10 ou 15 ans. Il y a une société, une ONG qui s'appelle Internet Archive qui essaye d'archiver comme ça toute la technologie. Est-ce que ça vous inquiète, Valérie? Je pense, par exemple, aussi dans le domaine de l'art. On sait que tous les artistes vidéo d'il y a 20 ou 30 ans qui travaillaient peut-être sur la VHS, il n'y a plus rien qui reste de tout ça, parfois. Vous voulez répondre à... Je ne sais pas si je peux répondre, non, parce vous que pouvez c'est tous mon répondre. métier. Non, mais justement, parce qu'en fait, ça parle du patrimoine, ça parle de l'archive, ça parle donc si... Mais cette mémoire immédiate qui est maintenant sur peut-être d'autres supports où la technologie elle-même finalement nous pousse à ne plus avoir de mémoire. C'est un peu ça le paradoxe peut-être. Si vous voulez commencer... Non, effectivement, ça peut être un paradoxe. En fait, on a une société qui technologiquement est extrêmement évoluée, mais qui paradoxalement est incapable de conserver sa mémoire, de la transmettre aux générations futures. Et je crois que le métier d'archiviste, lui, a complètement changé. Lorsqu'on était dans un monde où le support était le parchemin ou le papier, si on avait une rupture dans cette chaîne de transmission, il n'y avait pas de problème. On était capable, 50 ou 100 ans plus tard, de reprendre le document et puis de le classer au bon endroit. Si on ne le fait pas, par contre, dans le monde numérique, eh bien, effectivement, on va vers l'amnésie et la perte d'informations. Donc aujourd'hui, le métier d'archiviste n'a pas fondamentalement changé. Il s'agit toujours de collecter et puis de conserver un patrimoine. Par contre, c'est devenu beaucoup plus compliqué puisqu'on a des technologies qui sont différentes. Je pense aux disquettes floppy ou à d'autres supports de l'information. On n'en parle plus aujourd'hui. Mais par contre, il y a beaucoup d'informations qui ont été stockées. Alors, on a peut-être perdu de l'information. Est-ce que c'est important? J'en sais rien. Maintenant, en tous les cas, pour les informations qui, elles, doivent être conservées, il y a des méthodologies qui doivent être mises en place. Et puis, les archives travaillent complètement de manière intégrée avec les spécialistes d'analyse des processus ou les informaticiens pour avoir la maîtrise de l'information dès le départ. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que
finalement, cette révolution technologique, eh bien, nous permet de revenir aux fondamentaux de la transmission du patrimoine. En fait, en tant qu'archiviste, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre soin du patrimoine qui a été confié par mon prédécesseur et puis le transmettre à mon successeur. Et aujourd'hui, si je rate en fait ce maillon, eh bien, je risque de perdre complètement la mémoire du temps présent. Mais après, est-ce qu'on est obligé de tout conserver? On parle d'infobésité aussi. Donc là, c'est peut-être bien, de temps en temps, qu'on perde de l'information. Frédéric? Oui, c'est totalement dans cette ligne aussi. C'est des questions qui sont là depuis un petit moment, justement, avec la vidéo, avec la photographie qui avait justement... négatif ou pas, analogique ou pas, mais je pense qu'en fait, on doit changer notre manière en fait de penser l'archive, on doit changer cette manière de penser la mémoire et plus penser en tant qu'image, parce que là, on est face à des images, on est face à des textes, des gravures, vraiment une image en tant que telle. Et puis là, je pense qu'on doit vraiment virer sur comment archiver en fait un code. Comment archiver un ADN d'une image, justement. Et c'est vers là où on peut aller et vraiment changer notre manière, en fait, de penser la mémoire, parce qu'elle est là. Elle est juste, je pense, en fait, traduite de manière différente. Voilà. Moi, je suis très pessimiste sur cette question-là. Je pense que paradoxalement, c'est peut-être les images qui seront notre seul garde-fou. Ce sera quasiment impossible d'avoir les archives de Facebook, qui constituent pourtant une grande partie de votre vie. Enfin, on doit se placer en 2100. Et vous avez des historiens de 2100 qui essayent de reconstruire comme on le fait aujourd'hui sur 69, etc. Qu'est-ce que c'était que ces années 2020 Et donc, il manquera probablement l'essentiel des réseaux sociaux qui sont non seulement sur des plateformes privées, mais sont fondamentalement difficiles à enregistrer. Nous allons arriver, nous y sommes quasiment déjà dès les prochaines années, à une personnalisation telle de l'information qui fait que l'article que vous recevez est adapté à qui vous êtes, d'où vous le lisez, etc. Et donc par ce biais-là, la notion de document qui est le cœur, qui est l'élément nodal, qui nous permet de remonter jusqu'à l'année 1000, voire au-delà, cette notion-là est en train de mourir. La notion de document comme un objet d'enregistrement stable qui est le même pour vous et pour moi est une notion qui est déjà morte peut-être. Quand vous affichez une page web, vous ne voyez pas la même chose que moi. Elle correspond technologiquement à des objets qui viennent du monde entier. C'est absolument instockable, si ce n'est sous la forme d'une image ou d'un film. Et donc l'Internet Archive et quelques autres institutions tentent désespérément de sauver ceci, mais très vraisemblablement, en 2100, vous aurez peut-être Wikipédia, parce que fondamentalement, c'est une structure qui est sauvegardable, qui n'a pas cette caractéristique de personnalisation, et dont tout l'historique est intrinsèquement sauvé. Et puis, vous aurez les journaux. C'est-à-dire que, paradoxalement, les journaux imprimés, très probablement. Et ça, aussi dur que ça puisse paraître, il est probable que il faudra reconstituer le monde de 2020 à partir des médias que ce monde-là considérait comme étant obsolète. Et donc, peut-être c'est une bonne nouvelle, parce que la parenthèse, l'essentiel sera incompréhensible, et donc, il y aura une autre histoire qui sera écrite. Mais pensez-y du point de vue de la transmission, pensez-y aussi sur le fait que peut-être dans le passé, il y a 500 ans, il y avait des formes aussi éphémères, disons, de structuration sociale qui n'ont laissé aucune trace effective et qu'on ignore absolument, comme on fera probablement sur une grande partie des choses qui sont en train de se passer dans le futur. Magnifique. Je rejoins beaucoup Frédéric là-dessus, et c'est vrai que c'est tout à fait inquiétant, et je suis un peu pessimiste aussi. Et ce qui est super inquiétant, c'est que c'est même au niveau personnel où on n'a plus d'archives personnelles, on a presque tous Google Drive ou un autre type de cloud, où en fait on ne possède plus du tout son information, elle peut disparaître comme ça. Et puis même au niveau personnel, on sollicite plus sa propre mémoire puisqu'on fait confiance à son téléphone. Un enfant va avoir une meilleure mémoire que nous parce qu'il a son Google et il dit « Attends, je sais mieux que toi ». Et au final, voilà, on détériore aussi notre propre mémoire, et c'est vrai que c'est hyper inquiétant. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Oui, une petite question qui me brûle la langue. Valérie Salard, que vous disent les gens qui utilisent ces lunettes de réalité virtuelle? Qu'est-ce qui vous surprend dans leur retour? Est-ce qu'ils sont fascinés? Est-ce qu'ils sont apeurés? Finalement, quel est le retour des utilisateurs que l'on vise? Je vais commencer. Ça dépend des gens, ça dépend de l'utilisateur. Il y a des personnes qui ont l'habitude, qui en mangent beaucoup, comme on dit.
et puis qui vont être beaucoup plus critiques sur soit la manière dont l'image, en fait, la procédure de l'image est faite, la technicité du casque, voilà, je sais pas, des petits détails en fait très techniques. Et puis après, il y a des personnes justement qui se laissent aller clairement dans l'expérience, et puis qui vont chercher vraiment le but en fait dans lequel l'artiste a voulu inviter le spectateur. Donc c'est vraiment assez large, je dirais. Mais très souvent, il y a aussi quelque chose qui est différent en fait entre justement les États-Unis et puis en Europe. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a toute une sorte de setup en fait à chaque fois qu'on essaye des casques de réalité virtuelle. Puis en Europe, on a un peu moins ce setup, on a moins cet embrigadement, en tout cas ce décor qui va nous dire, qui nous entraîne en fait dans un pré-décor qui va être en réalité virtuelle. Donc il y a des fois un petit côté un petit peu plus surprenant en Europe. Je ne sais pas si tu veux aussi en parler par rapport à ça. En toute modestie, j'ai eu à peu près 99% de taux de satisfaction et de joie après que les gens aient essayé ce qu'on leur a montré. Il y a parfois des gens réfractaires avant, généralement des personnes plus âgées qui disent « Ah non, moi je suis pour la réalité, j'aime pas le virtuel », ça j'ai entendu plein de fois. Et je suis assez téméraire en insistant qu'il faut essayer, en choisissant le contenu adapté. Par contre, là où il y a la différence au niveau des continents, moi c'est surtout j'ai vu en Asie, en Chine notamment, où il y a une vraie curiosité pour la technologie, où là où j'ai pu voir par exemple en Europe des parents dire est-ce que c'est ok pour mon enfant, peut-être qu'il est trop petit, là-bas des enfants qui ne voulaient pas essayer, les parents qui leur forçaient, ils disaient non tu dois faire ça, tu dois aller vers la technologie. Ça c'est un peu la grosse différence que j'ai pu remarquer. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, ici madame. Un micro arrive. Alors vous avez beaucoup parlé de réalité virtuelle en fait par rapport au monde de l'art, de la création artistique. Est-ce que la réalité augmentée est aussi en train d'être acquise par les artistes en fait? C'est quelque chose qui les intéresse ou c'est plutôt ce univers immersif qui est vraiment primordial, disons? Non, complètement en fait. La réalité virtuelle augmentée s'inscrit dans le prolongement. Je dirais juste qu'au terme des appareils, il y a une maturité qui est un peu plus importante dans les casques de réalité virtuelle, les casques de réalité augmentée qui ont des champs de vision encore petits. Mais tous les assets, enfin les éléments qui sont produits, par exemple pour la VR, ou tout ce que produit justement Time Machine, peut après assez facilement être utilisé pour n'importe quel type de média immersif. On a un peu plus de réalité augmentée dans les smartphones, ça c'est déjà présent. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été créées avec des QR codes, des sortes de chasse au trésor mélangées à des œuvres artistiques. Ça existe énormément. Parce que là, la technologie, bien sûr, est mûre et vous l'avez tous dans votre poche. Mais non, c'est une évolution naturelle qui va se faire maintenant au fur et à mesure. On a justement les Magic Leap, les HoloLens 2, ils vont s'améliorer de plus en plus. Et on verra après un shift qui se fera. Et je pense qu'à terme, il n'y aura plus de différence. On aura des lunettes qui permettront d'ajuster l'opacité pour savoir si on veut avoir plus du monde réel ou non. Enfin, Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, si ce n'est pas le cas, je propose de vous remercier tous les quatre. Merci beaucoup, Valérie, Salah, Frédéric, Alain. Merci à vous pour vos interventions et pour ce débat.